Deuxième partie du côté de chez Swann, un amour de Swann. Comme dès le début, quand c'est mon abrégé, je suis comme ça, et quand c'est le texte intégral de Proust, je mets une plume sur mon oreille. Le salon Verdurin. Pour faire partie des habitués, il fallait apprécier le talent du jeune protégé de Madame Verdurin. Cette année-là, c'était un jeune pianiste. Admirer les diagnostics du docteur Cottard et surtout être convaincu que l'ennui régnait dans toutes les soirées parisiennes concurrentes. Cette dernière clause évinçant à peu près toutes les femmes qui n'étaient représentées, en dehors de Madame Verdurin, vertueuse, issue de la bourgeoisie très riche mais tout à fait obscure, que par la tante du pianiste, ancienne concierge, la jeune femme du docteur Cottard et une demi-mondaine, pas tout à fait, Odette de Crécy. Si le pianiste jouait la chevauchée de la Valkyrie ou le prélude de Tristan, Madame Verdurin protestait, non que cette musique lui déplût, mais au contraire parce qu'elle lui causait trop d'impression. Alors, vous tenez à ce que j'ai ma migraine? Vous savez bien que c'est la même chose chaque fois qu'il joue ça. Je sais ce qui m'attend. Demain, quand je voudrais me lever, bonsoir, plus personne. Les habitués avaient leur couvert mis. Les soirées ne suivaient aucun programme. Tout le monde était libre, même le jeune pianiste qui n'était pas forcé de jouer, et devait parfois même s'abstenir pour épargner à Madame Verdurin une de ces terribles migraines déclenchées par une émotion trop forte, due à certains morceaux qui la rendaient littéralement malade. Alors on causait, on plaisantait, et c'était le plus souvent le peintre en cours à cette époque qui lâchait une faribole qui faisait s'esclaffer tout le monde. On était entre copains, et les ennuyeux n'étaient invités qu'aux grandes soirées, alors que le petit noyau aimait se retrouver juste en petit comité. Madame Verdurin veillait à garder son groupe intact et faisait tout pour empêcher ses fidèles de se dérober à leur routine, même pour des causes aussi majeures que les urgences du docteur Cottard ou des Noëls en famille. On pouvait amener un ami ou un flirt qu'on prenait immédiatement à l'essai. Cette année-là, Odette de Crécy demanda et obtint la permission d'amener un homme charmant, très smart, qu'elle venait de rencontrer, M. Swann. Ce clan Verdurin n'avait rien à voir avec la société que Swann fréquentait d'habitude, mais son amour des femmes lui faisait chercher ailleurs que dans ses relations du faubourg Saint-Germain des conquêtes de plus humbles conditions auprès desquelles il aimait à briller. Ces femmes qui l'attiraient avaient souvent une beauté vulgaire, à l'opposé de la beauté qu'il admirait tant dans ses peintures préférées, qui, si elles comblaient son sens esthétique, en revanche lui glaçaient les sens. Et il recherchait des aventures charnelles avec des filles du peuple, qui avaient succédé à des conquêtes de la haute société, et qui égayaient les récits qu'il en faisait à ses amis du grand monde, parmi lesquels il comptait le baron de Charlus. Il se servait de ces relations comme d'entremetteur, et des années après ces événements, alors que je cherchais des informations sur le caractère de Swann, auquel je trouvais tant d'aspects similaires aux miens, mon grand-père me raconta comment Swann avait cherché à se faire présenter telle jeune fille que ma famille recevait fréquemment. Les nombreuses maîtresses que Swann avait eues avaient toutes un visage ou un corps qu'il avait, de premier abord, trouvé charmant. En revanche, lorsqu'un soir il fut présenté par un ancien ami à Odette de Crécy, décrite comme une femme ravissante, il n'aima pas son physique. Ni son profil trop marqué, ni sa peau fragile, ses pommettes saillantes et ses traits tirés, ainsi que ses beaux yeux qu'il trouva trop grands, et qui lui donnaient un air de mauvaise mine ou de mauvaise humeur. Odette voulut se faire inviter chez Swann, qui se laissa convaincre. Il avait atteint un âge où l'on a déjà connu plusieurs fois l'amour, dont on connaît le déroulement, la chanson que l'on peut entonner à tout passage où votre partenaire vous attend, sans avoir à commencer par le début. Les visites d'Odette se faisaient plus fréquentes, et Swann regrettait toujours que sa beauté ne fût pas du type qui lui plaisait. Mais il était attendri par l'affection, l'admiration qu'elle lui portait.
Allégeant une étude sur Vermeer qu'il avait abandonnée puis reprise, il refusa un temps d'aller chez elle, mais accepta de se faire présenter à madame Verdurin. À leur première soirée se trouvaient, parmi d'autres invités, le docteur Cottard et sa femme, le jeune pianiste et sa tante, ainsi que le peintre favori du moment. Le docteur Cottard, qui arborait en toutes circonstances un sourire malicieux qui le protégeait de tout impair que sa naïveté risquait de lui faire commettre, ne manquait pas, en revanche, de s'instruire à chaque fois qu'une question lui paraissait clairement posable, à propos d'un mot, d'une locution dont il désirait connaître l'origine précise, telle que la beauté du diable, le sang bleu, donner carte blanche, etc. Il prenait tout au pied de la lettre, ce qui avait fini par agacer madame Verdurin, qui appréciait pourtant sa finesse. Le peintre se réjouit de la venue de Swann, nouvel invité, car il adorait encourager les liaisons. Swann fit, ce soir-là, excellente impression, et sa simplicité, acquise grâce à sa fréquentation du grand monde, fit la conquête du petit cercle. Il fut invité par le peintre, M. Biche, à visiter son atelier, et chacun voulut lui être présenté, y compris un vieil ami des Verdurins, Sagnette, un homme timide et généreux, archiviste issu d'une bonne famille très fortunée, mais aussi la tante du pianiste vêtue d'une robe noire. Madame Verdurin présidait sur un siège suédois élevé, cadeau d'un fidèle, et elle s'amusait des fumisteries de ses invités, tout en imitant un fou rire, poussant des petits cris et enfouissant son visage dans ses mains brusquement. Cette manœuvre lui évitait de presque se décrocher une nouvelle fois la mâchoire à chaque mot lancé par un invité à l'encontre des ennuyeux, dans le camp desquels on trouvait parfois d'anciens habitués, destitués. Et de son perchoir, elle sanglotait d'amabilité. Le jeune pianiste, prié de jouer la sonate en fa dièse, que les Verdurins avaient depuis peu découverte, s'exécuta, malgré les protestations de la patronne, qui risquait d'attraper un rhume de cerveau, à force de pleurer, enchantant ainsi la petite troupe par tant de sensibilité musicale, rassurée par le docteur Cottard, prête à soigner une si sensible mélomane. Pour écouter la musique, Swann fut invité à s'asseoir à côté d'Odette. Il reconnut dans l'adaptation pour le piano une œuvre qu'il avait entendue l'année précédente et qui lui avait donné un plaisir ineffable, réjuvénant. Il avait tenté en vain de connaître le nom du compositeur, puis il l'avait oublié, jusqu'à ce soir chez les Verdurins, où il apprit que la phrase musicale qui l'avait si profondément touché appartenait à l'andante de la sonate pour piano et violon de Vinteuil. L'année précédente, dans une soirée, il avait entendu une œuvre musicale exécutée au piano et au violon. D'abord, il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments. Et ça avait été un grand plaisir quand, au-dessous de la petite ligne du violon, mince, résistante, dense et directrice, il avait vu tout d'un coup chercher à s'élever en un clapotement liquide la masse de la partie de piano, multiforme, indivise, plane et entrechoquée comme la mauve agitation des flots que charme et bémolise le clair de lune. Mais à un moment donné, sans pouvoir nettement distinguer un contour, donner un nom à ce qui lui plaisait, charmé tout d'un coup, il avait cherché à recueillir la phrase ou l'harmonie, il ne savait pas lui-même, qui passait et qui lui avait ouvert plus largement l'âme, comme certaines odeurs de roses circulant dans l'air humide du soir ont la propriété de dilater nos narines. Les vifs remerciements que Swann exprima au pianiste étaient vraiment sincères. Ils plurent beaucoup à madame Verdurin. Cependant, elle ne savait rien du compositeur. Et ce n'était pas le docteur Cottard, épaté par le goût et l'esprit de la patronne, mais qui ne partageait pas son amour pour les arts d'avant-garde, comme la musique de Vinteuil ou la peinture de Biche, qui aurait pu résoudre le mystère de l'identité de Vinteuil.
Swann pensa que le compositeur pouvait bien être un parent du vieux professeur de piano de Combray qui portait le même nom et dont il se sentait prêt à supporter la compagnie pour avoir l'honneur d'être présenté à l'auteur de cette musique. Le peintre savait que Vinteuil était mourant et que le docteur Potain craignait de ne pouvoir le sauver. « Comment ?» s'écria madame Verdurin. « Il y a encore des gens qui se font soigner par Potain. »« Ah, madame Verdurin, dit Cottard sur un ton de marivaudage, vous oubliez que vous parlez d'un de mes confrères, je devrais dire un de mes maîtres. » « Laissez-moi donc tranquille avec vos maîtres, vous en savez 10 fois autant que lui, répondit madame Verdurin au docteur Cottard, du ton d'une personne qui a le courage de ses opinions et tient bravement tête à ceux qui ne sont pas du même avis qu'elle. Vous ne tuez pas vos malades, vous au moins. Mais madame, il est de l'académie, répliqua le docteur d'un ton ironique. Si un malade préfère mourir de la main d'un des princes de la science, c'est beaucoup plus chic de pouvoir dire « c'est Potain qui me soigne ». « Ah, c'est plus chic !» dit madame Verdurin. « Alors, il y a du chic dans les maladies maintenant ? Je ne savais pas ça. »« Ce que vous m'amusez !» s'écria-t-elle tout à coup en plongeant sa figure dans ses mains. Et moi, bonne bête, qui discutais sérieusement sans m'apercevoir que vous me faisiez monter à l'arbre. Quant à M. Verdurin, trouvant que c'était un peu fatigant de se mettre à rire pour si peu, il se contenta de tirer une bouffée de sa pipe en songeant avec tristesse qu'il ne pouvait plus attraper sa femme sur le terrain de l'amabilité. Lorsqu'Odette prit congé,